Grand temps consacré donc à cette reconnaissance de l'État de Palestine par une dizaine de pays supplémentaires, un acte diplomatique symbolique qui témoigne sans doute de l'isolement grandissant d'Israël sur la scène internationale. Israël est-il prêt à faire face à cet isolement? Oui, si l'on en croit Benyamin Netanyahou, que l'on entendra tout à l'heure. On en parle avec l'écrivain et journaliste Sylvain Sipel. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez longtemps été correspondant du journal français Le Monde aux États-Unis. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment L'État d'Israël contre les Juifs. C'est aux éditions La Découverte. Avec nous également en direct de Marseille, le réalisateur israélien Eyal Sivan. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes également essayiste et co-auteur avec Armel Laborie du livre Un boycott légitime pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël. C'est aux éditions La Fabrique. Eyal Sivan, on commence avec vous. Plusieurs pays reconnaissent donc l'État de Palestine ce 22 septembre 2025 à New York. Est-ce que selon vous c'est un jour historique et si oui, pourquoi ? Je ne suis pas sûr que c'est un jour historique. Peut-être c'est historique par rapport au temps que ça a pris. Mais finalement, si on regarde un petit peu l'histoire dans l'histoire, l'État palestinien, la reconnaissance de l'État palestinien, c'est l'outil inutile dans la boîte à outils. Alors, Eyal Sivan, pardonnez-moi de vous couper juste parce que, excusez-moi, je vous redonne la parole tout de suite, mais Sylvain Sipel ne vous entend pas. Je vais demander juste qu'on puisse mettre le son en plateau pour que Sylvain Sipel en plateau puisse vous entendre. Pardonnez-moi, Eyal Sivan, reprenez. Vous disiez pas forcément jour historique, pourquoi ? Je disais non, la reconnaissance de l'État palestinien, finalement, c'est l'outil inutile de la boîte d'outils qui ont les nations devant Israël et devant surtout la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et donc, l'État palestinien, la reconnaissance ne propose rien par rapport au terrifiant réel qui est ce qui se passe sur le terrain. Et donc, si vous voulez, peut-être ce qui est historique, c'est une telle impuissance dans les actes et puissance dans la parole. C'est-à-dire, vous l'avez dit, c'est en effet c'est un acte symbolique, mais qui n'a strictement rien à voir à la réponse qu'il faut donner à l'horreur qui subit Gaza aujourd'hui. Et Sylvain Sipel, sur cette reconnaissance, est-ce que vous partagez l'avis d'Eyal Sivan ? Oui, je le partage. C'est-à-dire que il faut dire que c'est un événement qui était encore imprévisible il y a quelques mois. Alors, il faut dire deux choses. Il n'y a rien de neuf parce que la reconnaissance de l'État palestinien, elle existe depuis 40 ans à l'ONU. Il y a une immense majorité d'États de l'ONU qui a voté ça depuis les années 80. Là, la nouveauté, ce sont les pays occidentaux. La nouveauté, elle est là. C'est que les Occidentaux, une partie d'entre eux, en tout cas, suivent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une défaite pour Israël. C'est une défaite politique. Au plan international, il faut le constater. C'est une défaite politique. Après, ce que dit Eyal est tout à fait exact. C'est-à-dire... Attendez, pourquoi c'est une défaite politique ? Puisque concrètement, Eyal Sivan disait que ça n'aurait pas d'incidence. Non, ça n'aura pas d'incidence à cause des États-Unis. Mais le fait qu'il y a un changement et que ce changement intervient dans les pays occidentaux qui sont sur le terrain international, ce qui compte, si vous voulez. Parce que les Russes, les Chinois, ça fait longtemps qu'ils ont reconnu l'État palestinien. De ce point de vue-là, c'est une défaite. C'est une défaite. Le principal marché économique d'Israël, c'est l'Union européenne. Ce n'est pas les Américains. Donc, l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël n'est pas encore suspendu. Pas encore, mais la menace est là. Peu importe, c'est une défaite politique. Une fois qu'on a dit ça, rien ne change. La seule chose qui peut changer, c'est si demain, la principale puissance qui reste aujourd'hui alliée d'Israël, en toutes circonstances, et qui s'appelle les États-Unis, ne fait pas le seul acte qui permettrait de mettre fin à ce génocide, car il faut utiliser les termes désormais. Il faut que ça cesse. Et pour le faire cesser, il faut qu'Israël cesse de recevoir tous les jours un armement israélien. Eyal Sivan, défaite politique. Pourquoi ? Parce qu'Israël est de plus en plus isolé, selon vous ? Non, je ne suis même pas sûr que c'est défaite politique.
parce que ça va à l'encontre de la diplomatie déclarative israélienne. Mais ce n'est pas une défaite. C'est peut-être encore un oxygène pour Israël, puisqu'on est focalisé sur la reconnaissance de l'État palestinien, on est focalisé sur les débats autour de oui, non, reconnaître, et pendant ce temps-là, sur le terrain, les génocides continuent, et ça, tous les États ensemble qui reconnaissent l'État palestinien, en réalité, utilisent cette déclaration nouvelle de l'État palestinien comme un gage contre leur propre impuissance, qui est les sanctions réelles, qui sont le cesser l'accord d'association d'après les termes de l'article 2 qui est atteinte aux droits humains, etc. Mais quelque chose qu'Israël sait qu'elle est en sécurité, puisqu'il n'y a pas les consensus européens à cause de au moins deux, si ce n'est pas trois pays, dont la Hongrie, pour pouvoir mettre des sanctions sur Israël. Que ça serait le début de la défaite. Eyal Sivan, j'aimerais juste vous entendre, puisque vous avez prononcé tous les deux le mot génocide. Israël, bien entendu le contexte, mais Israël dit aussi que le Hamas détient toujours des otages. D'ailleurs, plusieurs pays ont conditionné cette reconnaissance à la libération des otages. Si le Hamas libère ses otages, Eyal Sivan, vous ne pensez pas que ça change la donne ? Non, ce qui change la donne, c'est d'abord faire tout le possible, et il y a des choses qui sont possibles, pour cesser la campagne génocidaire qui mène l'armée israélienne depuis octobre 2023. Ça c'est la première chose. Et c'est l'expulsion massive de Palestiniens vers la frontière égyptienne pour mettre pression. Ça, c'est la première des choses. Les négociations sur la libération des otages ont été à plusieurs fois, y compris la dernière fois d'une façon flagrante, en bombardant les gens qui sont en train de négocier de la proposition américaine pour libération d'otages à Doha. C'est-à-dire Israël a fait, à travers le gouvernement Netanyahou, plusieurs fois à saboter des possibilités de libérer les otages. Alors, vous savez, aujourd'hui, au sein de la société israélienne, c'est que le régime est en train de diffuser, c'est accepter d'une certaine manière le fait que cette campagne vaut les sacrifices des otages vivants et la disparition de corps. C'est ça qui est terrible aujourd'hui au sein de la société israélienne. Je vais être beaucoup plus bref. Netanyahou a présenté dans une conférence devant des économistes, il a expliqué que... Mettez-vous bien devant les micros, pardon. Devant des économistes, il a expliqué qu'Israël était Sparte. Et il a très... Alors justement, on l'a cette phrase. Pardonnez-moi de vous couper parce qu'il faut qu'on l'entende. Nous allons devenir Athènes et Super Sparte. Nous n'avons pas le choix. Dans les années à venir, au moins, nous devrons faire face à ces tentatives visant à nous isoler. Voilà ce qu'a déclaré Benyamin Netanyahou. Donc, puisque ce grand angle est sur l'isolement, le Premier ministre israélien le dit clairement. Il assume cet isolement ? Non seulement il l'assume, mais il faut qu'il l'explique. Et c'est en cela que, devant sa propre opinion... C'est une défaite. C'est pas une défaite majeure, mais c'est une défaite. Et il a dit quelque chose. Il a suivi, une fois qu'il avait évoqué Sparte, ce qu'il a dit est très important. Il a dit qu'il va y avoir maintenant des coupes claires dans la fonction publique parce qu'on a besoin d'argent. Et que donc il faut prendre l'argent et il faut se préparer à fabriquer les armes qu'on ne nous livrera plus. Le boycott. Alors, ça dit... Quelles sont les craintes d'Israël ? De ce point, c'est en cela que je disais qu'il y a une défaite. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il est inimaginable de dire à la population israélienne, aujourd'hui sont dites pour la préparer à l'éventualité d'une situation politique plus difficile. Il y a aussi cette phrase de Benyamin Netanyahou, je crois au libre-échange, mais nous pourrions nous retrouver dans une situation où nos industries de l'armement se retrouveraient bloquées. Nous devrons développer des industries de l'armement ici, c'est ce que vous évoquiez. Eyal Sivan, il y a aussi les acteurs économiques qui réagissent en disant la politique menée par le gouvernement dirigé par Benyamin Netanyahou conduit l'État d'Israël vers un abîme économique et diplomatique. J'aimerais vous entendre, vous qui avez écrit un livre sur le boycott, selon vous, légitime, sur cet isolement de l'État d'Israël sur la scène internationale. Est-ce que, selon vous, ça peut faire pression sur Benyamin Netanyahou ces prochaines semaines, ces prochains mois ?
Non, l'isolement diplomatique et les actes symboliques, même cumulatifs, ceux-ci ne vont pas faire pression sur Netanyahou. Ils vont continuer à alimenter un discours de défaite, en effet, qui accusait grosso modo les États occidentaux d'antisémitisme, dans une façon extrêmement perverse de les présenter, issus des populations arabes qui existent aujourd'hui en Occident. C'est ça que Netanyahou et son gouvernement expliquent, qui font pression sur les gouvernements. Eh bien, il va expliquer ça donc, renforcer la forteresse assiégée. Par contre, les bascules de boycott sur le plan de vue de l'isolement d'Israël, du point de vue d'image, et les boycotts économiques avec les sanctions, mais surtout l'arrêt des livraisons d'armes, donc l'arrêt des signatures de contrats de livraison d'armes, comme vient de faire l'Espagne, par exemple, à titre individuel, eh bien, celles-ci peuvent en effet, d'une façon accumulative, faire pression sur le gouvernement Netanyahou, mais c'est plus que sur le gouvernement Netanyahou, il faut aller au-delà, c'est sur le régime israélien lui-même, dans lequel Netanyahou ne symbolise, parce qu'il faut savoir que le problème aujourd'hui de l'opposition, qu'elle n'a pas une contre-proposition à Netanyahou. Sylvain Sipel, il y a eu ces images de la Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, qui n'a même pas pu arriver, en tout cas dans la dernière étape, à son terme. Le chef d'orchestre aussi, Lav Shani, déprogrammé en Belgique. L'armement, on l'a évoqué. Comparaison n'est pas raison, mais est-ce que vous diriez, comme aujourd'hui le correspondant de la BBC à Jérusalem le dit, qu'il y a un moment Afrique du Sud, il fait allusion, notre confrère de la BBC, à ce qui s'est passé au moment de l'apartheid en Afrique du Sud? Je pense que c'est un petit moment, mais ça n'a pas la dimension de l'Afrique du Sud. Mais je pense que oui, c'est un petit moment dans les opinions. Mais dans les opinions publiques, pas au niveau politique, mais dans les opinions publiques, ça fait maintenant pas mal d'années qu'au fur et à mesure grandit le sentiment qu'Israël est un État paria, qu'Israël fait des choses que personne d'autre ne ferait que lui, et s'en glorifie. Ils commettent des massacres absolument indicibles, et tout ça sous le couvert d'une impunité totale. Alors Israël vous rétorquerait qu'aucun pays dans l'histoire récente n'a connu un 7 octobre aussi. Ah bon ? Vraiment ? Lesquels ? Je ne sais pas, par exemple, il y a eu des massacres absolument épouvantables au Soudan. Et il y en a eu, mais enfin, franchement, Israël adore se présenter comme la seule victime au monde. Mais c'est sidérant. C'est absolument sidérant. Le nombre de pays, je ne sais pas, vous vous rappelez en Inde, lorsque cette usine a fait 16 000 morts, par exemple ? Mais tout ça se passe dans un monde qui n'est pas occidental. Donc on s'en occupe très peu. Mais les crimes du même acabit que celui qui a été commis à Gaza, mais enfin, si vous regardez, si on prend depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un crime, il ne faut pas dire ça n'en est pas un, mais il faut aussi réfléchir au pourquoi il est advenu. Sinon, on ne comprend rien à ce qui se passe. Sylvain Sipel, Benjamin Netanyahu, je veux dire un dernier mot, c'est qu'on ne peut pas parler d'Israël si, à un moment ou à un autre, on ne dit pas le mot qui fâche. Et ce mot s'appelle colonialisme. Honnêtement, si on ne comprend pas dans quel contexte les événements adviennent, alors on ne comprend pas ce qui se passe. Eyal Sivan, je me tourne vers vous, je vous poserai la question. Benjamin Netanyahu va prendre la parole à la tribune de l'ONU. Qui va l'applaudir? Qui va rester dans la salle? Qui va partir? La majorité des monde va partir, mais Benjamin Netanyahou, comme d'ailleurs la société israélienne en général, elle s'en moque du monde entier. La majorité de nations. Pas toute la société israélienne. Il va avoir quelques applaudissements de la part des alliés israéliens historiques qui vont applaudir, et les autres vont applaudir aussi d'une façon plus restreinte. Justement, le problème, c'est que encore cet homme qui est recherché, on peut dire, par le tribunal pénal international, il a encore une légitimité. Et c'est ça qu'il va construire. Tant qu'il a les États-Unis et certains, un bouclier des pays européens
qui les soutient, Benjamin Netanyahou, il est légitime. Mais une des questions, c'est commencer à la délégitimation à la demande de tribunal pénal international pour prévenir le crime de génocide. Sylvain Sipel, Mahmoud Abbas, lui, ne pourra pas aller à New York, il n'a pas eu de visa. Vous avez été correspondant à New York, c'est un territoire pourtant onusien. Il faut avoir un visa des États-Unis pour aller... Oui, on ne peut pas rentrer sans visa. Ouais. C'est-à-dire qu'on vous autorise le passage de frontière. Pour passer la frontière, il faut avoir... C'est quand même tout le paradoxe, le représentant officiel de l'autorité palestinienne... C'est-à-dire à l'instant où on entre dans le bâtiment de l'ONU, alors on est dans une terre franche, si vous voulez. Mais sinon, non. Ouais. Les États-Unis suffisent à Israël et à ce gouvernement pour passer outre cet isolement? La preuve est faite. Enfin, depuis le début, depuis le 7 octobre, disons le 8 octobre, on voit bien que l'impunité est totale. Ça l'a été sous les démocrates de Biden et ça continue de l'être encore plus, on pourrait dire. Pas de différence entre les deux, si plus aujourd'hui vous... Non, je ne crois pas. Enfin, je pense que ça serait long de parler de la politique de Biden, mais la politique qu'a menée Biden était absolument scandaleuse. Il y a un formidable article qui est sorti dans Foreign Affairs avant-hier et qui analyse le comportement en particulier de Biden, même qui reprend à partir d'Obama, et qui est remarquable. Eyal Sivan, vous avez consacré un livre à ce boycott. Pour celles et ceux qui nous regardent, ça fait toujours débat. Qu'entendez-vous par boycott? Je parlais de ce chef d'orchestre israélien. Vous êtes vous-même cinéaste israélien contre la politique du gouvernement Netanyahou. Comment réagiriez-vous si vous étiez boycotté dans un festival, par exemple, de cinéma? Quel est le curseur? Comment faites-vous dans cet isolement que vous souhaitez, en tous les cas, dans ce boycott que vous souhaitez? Comment est-ce que vous le concevez, vous, en tant qu'Israélien et cinéaste? Je n'ai pas à le concevoir. Il y a eu un appel il y a 20 ans de la part de la société civile palestinienne, un appel lancé mondialement qui appelle, sur le modèle d'Afrique du Sud, appelle à la solidarité avec les Palestiniens sur le mode de boycott des investissements et sanctions. Et la société civile palestinienne, à travers des universitaires, des associations, on parle de plusieurs dizaines, 71, qui sont réunis pour mener cette campagne et émettre des lignes directrices. Et dans ces lignes directrices, où il est dit clairement qu'on ne boycotte pas des personnes, on boycotte des institutions, on boycotte les représentations. Ce n'est pas un organe de censure de films, ce n'est pas les contenus de films, c'est leur mode de production avec au son de l'argent de gouvernement. Mais l'équipe de foot israélienne à la Coupe du Monde, par exemple, si l'équipe d'Israël se qualifie, oui. Elle y va ou elle y va pas, selon vous? Israël se qualifie pour la Coupe du Monde de football, selon vous? Non, mais il est temps que les organisations de sport prennent des décisions par rapport aux représentations nationales. Regardez, il y a un paradoxe. Dans le sport comme dans le cinéma, il y a toujours les drapeaux. Les drapeaux sont à Cannes, comme si le cinéma représentait un État, comme si les sports. Tant que les sports et la culture sont nationalisés, eh bien, ils sont boycottés autant que tels. Et il faut suspendre la participation d'Israël dans tous les organes des sports et dans toutes les compétitions, comme on a fait par exemple pour la Russie. Voilà pour le point de vue d'Eyal Sivan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Marseille, dans le sud de la France. Et merci à vous, Sylvain Sipel, d'avoir été avec nous également dans ce grand angle.